C'est bon? Merci, monsieur. Donc, bien le bonjour à tous. Donc, l'exposé que je m'apprête à vous présenter correspond grosso modo au quatrième chapitre de ma thèse de doctorat qui porte principalement sur la construction d'un parallèle dans la thématisation de la construction de soi chez Fichte et chez Plotin. Si vous avez vu le titre de la présentation, Le voir est un œil se voyant lui-même, en fait, il s'agit finalement d'une citation que j'ai tirée du carnet personnel de Fichte qui date de août 1813, donc plus ou moins 6 mois avant sa mort. Et, croyez-le ou non, où il nous rapporte la conclusion d'un rêve qu'il a eu. Ce que personnellement je dis parce qu'on retrouve cette phrase presque à l'identique dans un texte de 1798. Mais on verra ça en temps et lieu. Donc, pour vous parler finalement du projet de la construction d'un parallèle entre Fichte et Plotin, je vais d'abord vous présenter les grandes lignes de ma thèse de doctorat qui, principalement, est construite autour d'un leitmotiv au sein de la recherche fichtéenne où on va, de manière assez commune, comparer la philosophie de Fichte à celle de Platon ou à celle de Plotin, de manière répétée. Un des grands soucis, par contre, avec cette thématisation, c'est qu'elle est très rarement observée ou, disons, étudiée de manière analytique. On va souvent observer le parallèle, mais on ne va pas tenter, finalement, de l'examiner dans le détail. Et finalement, à ma grande déception, il n'y a aucune étude dite systématique qui traiterait, finalement, dans toute la profondeur de cette question, au sein de la recherche fichtéenne. Donc, ma thèse de doctorat a là pour ambition, finalement, de résoudre ce problème. Et donc, cette thèse se distingue en deux parties, laquelle concerne deux problématiques distinctes. La première partie que j'ai nommée l'archéologie du platonisme, qui finalement est une étude historiographique des différentes difficultés que suscite la question de la proximité entre Fichte et Platon. Cette partie historiographique, elle est divisée en 3 chapitres, chacun correspondant à finalement une dimension différente du parallèle tel qu'il a été examiné au sein de l'histoire. Le premier chapitre examine l'état des textes, en d'autres termes, la manière dont Fichte lui-même traite de son propre platonisme. Le deuxième chapitre parle à proprement parler de la réception de l'œuvre fichtienne et comment finalement ce parallèle a commencé à se construire au courant déjà du vivant de Fichte même, dont on retrouve la première trace dans une lettre que Novalis s'adressa à Friedrich Schlegel en 1798, et qui finalement va se construire tout au long du XIXe siècle jusqu'à l'étude de Max Wundt en 1929, dans laquelle on va retrouver la première étude, disons moderne, sur le platonisme fichtien. Et finalement, le troisième chapitre qui finalement fait un peu un état des sources que Fichte aurait ou aurait pu ne pas avoir consultées, et qui aurait finalement pu avoir une influence sur le développement de sa pensée. C'est au fait un chapitre dans lequel j'explore ce que j'ai nommé l'hypothèse du contexte platonicien, où finalement j'essaie d'explorer comment est-ce que la redécouverte du platonisme à l'époque de Fichte a des conséquences sur sa propre philosophie, et plus particulièrement je m'intéresse à finalement l'influence de Jacobi et l'émergence de la philosophie de l'Enkelpan sur le système fichtien. La deuxième partie, la reconstruction du platonisme, s'intéresse proprement parlé au parallèle entre Fichte et la tradition platonicienne. En l'occurrence, dans ce cas, ce qui va m'intéresser, c'est la philosophie plotinienne. Donc, cette partie est elle-même construite en 3 chapitres. La première qui questionne la question de la connaissance de soi et de l'intuition intellectuelle. La deuxième qui traite de l'énologie négative et de la question de la liberté à la fois chez Fichte et Plotin. Et finalement, une troisième partie qui porterait davantage sur les différentes théorisations de l'image chez Fichte et chez Platon et Plotin. Je n'ai pas encore construit la structure de ce chapitre, mais chaque chose en temps et lieu. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer finalement ce qui est au cœur de cet exposé, donc le problème de la connaissance de soi chez Fichte et Plotin. Donc, pour le dire au final, les conclusions de la partie historiographique peuvent être résumées de la manière suivante. Si Fichte n'a pas négligé la tradition platonicienne et qu'il en a néanmoins une certaine connaissance, cette connaissance reste superficielle et a eu très peu d'impact sur son système de pensée. D'une manière, on pourrait dire que le platonisme fichteien n'est finalement rien d'autre qu'une construction historiographique qui a été finalement le produit de certaines considérations épistémologiques et ontologiques du XIXe siècle, qui voyaient finalement une manière de relier l'idéalisme l'idéalisme allemand à une forme d'idéalisme ancien. Est-ce que ça veut dire néanmoins que le parallèle est totalement inconséquent, qu'il ne faudrait pas y voir une utilité? Non, en fait, moi je considère que justement, ça rend le parallèle encore plus riche. C'est simplement qu'il faut savoir la manière dont il faut construire ce parallèle pour pouvoir en tirer les conséquences et les résultats les meilleurs. Donc,
La première chose qui est à avoir en tête, c'est finalement la manière dont on va construire finalement ce parallèle entre Fichte et la tradition platonicienne. Il y a trois difficultés qui vont être mises de l'avant. La première, c'est la continuité du système fichtien, qui est un problème finalement dans la recherche, où, pour le dire grosso modo, on se dispute de savoir si Fichte, à partir des années 1800, n'aurait pas finalement changé de philosophie, ou plutôt n'aurait pas finalement réorienté sa philosophie vers une forme de théologie où il est davantage question de l'absolu et du rapport à Dieu, plutôt que d'une philosophie qui est entièrement consacrée sur le moi et les actes inhérents de la conscience. Le deuxième problème, c'est de savoir quel moment de la tradition platonicienne nous allons choisir pour construire le parallèle. Et ça fait finalement un truc que je dispute énormément dans la partie historiographique, est-ce qu'on parle de Platon, est-ce qu'on parle de Plotin. Et finalement, les auteurs qui ont analysé ça, finalement, il y a une très grande fluctuation. On n'est jamais véritablement en mesure de décider si c'est Platon ou Plotin. Et finalement, la troisième partie, qui est finalement la question de la systématicité du parallèle. Comment est-ce qu'on fait pour construire un parallèle, ou finalement une comparaison entre les philosophies de Fichte et de Plotin, sans tomber finalement dans le registre de l'anecdotique ou dans le registre des analogies superficielles. C'est d'ailleurs finalement un danger qui était notamment illustré par Jean-Louis Vieillard-Baron dans différents textes, dont Platon et l'idéalisme allemand, qui ont principalement influencé mes recherches, avec lesquelles je suis d'accord. Une grande majorité des auteurs qui ont traité du platonisme chez Fichte l'ont traité de manière incroyablement superficielle. Et donc, pour le dire rapidement, les trois lignes d'interprétation, les trois résolutions de ces problèmes. En ce qui concerne la continuité du système fichtéen, moi personnellement j'adhère à une lecture continuiste. En d'autres termes, moi personnellement, il y a 15 exposés différents de la doctrine de la science et je considère que chacun de ces exposés ne sont que la réécriture d'une seule et même structure de pensée qui va certes évoluer avec le temps, mais dont la trame narrative ne va pas pour autant changer. Et pour pouvoir bien construire le parallèle avec la philosophie platonicienne et en ce cas plotinienne, il s'agit de bien reconstruire le geste conceptuel que Fichte va élaborer au cours du temps. Par exemple, dans ce chapitre, je vais surtout m'interroger de comment est-ce que Fichte va passer, va transiter de l'intuition intellectuelle et de cette problématique vers ce qu'en 1804, il va appeler la vision intérieure, l'Einsicht. Je me fais un petit bémol, c'est un terme qui, disons, un peu problématique dans la littérature. Il y a des batailles de traduction sur comment on devrait traduire Einsicht. Pour les besoins de la discussion, on va le traduire par vision intérieure. Donc, on va reconstruire finalement l'itinéraire de pensée fichtéen pour voir comment est-ce qu'il va construire cette intuition intellectuelle et la modifier à partir d'une métaphore visuelle vers ce fameux concept de vision intérieure. En ce qui concerne la deuxième problématique, eh bien, il va falloir parler de Kant pour la résoudre. Donc, je vais vous laisser un peu en suspens pour le moment, mais il s'agit de dire que, au final, la proximité, d'une manière parfaitement phénoménologique, est plus proche avec Plotin qu'avec Platon. On va donc se contenter de ça pour le moment. Et finalement, en ce qui concerne la systématicité, pour faire que le parallèle ne soit pas lui-même finalement rien d'autre qu'une analogie superficielle, j'ai pris la décision d'essayer de reconstruire finalement l'itinéraire de pensée fichtéenne, disons le système dans ses différentes parties, à travers une optique platonicienne et plotinienne. C'est donc en ce sens que finalement, si je commence avec le problème de la connaissance de soi et de l'intuition intellectuelle, c'est parce que Fichte a la prétention que la philosophie elle-même se fonde sur une telle connaissance. Donc, dans un premier temps, dans ce chapitre, avant de commencer à discuter de l'intuition intellectuelle chez Fichte, j'ai dû m'intéresser d'abord au vocabulaire de l'intuition en général, et notamment sa réception au sein de la philosophie moderne. Donc, pour le dire grossièrement, l'intuition, c'est finalement un terme que l'on va retrouver pour la première fois dans les écrits de Boès, et qui finalement vont avoir toujours plus ou moins une fonction théologique. En d'autres termes, l'intuition va toujours être une forme d'acte qui va être reliée d'une manière ou d'une autre, soit à la connaissance de Dieu, ou à une connaissance possible que l'on puisse avoir de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, le vocabulaire de l'intuition va finalement être réintroduit dans la modernité avec Descartes, notamment dans les règles pour la direction de l'esprit, dans lequel finalement Descartes va introduire la notion de l'intuitio mentis, qui est finalement, et qui est assez intéressant de souligner, un type d'acte intellectuel qui s'oppose de manière radicale à la sensibilité. En d'autres termes, l'intuitio mentis, c'est finalement une appréhension
immédiate des évidences intellectuelles et en l'occurrence surtout mathématiques qui ont finalement des positions presque axiomatiques. Donc Descartes va nous dire que c'est finalement à partir de ce type d'intuition que nous avons une connaissance de ces tels objets simples, mais aussi la connexion entre ces différents objets. Et que l'exemple, par exemple, qu'il donne de manière pragmatique, c'est un triangle à 3 côtés et 2 plus 2 font 4. C'est évident. Donc, et comme je disais, Descartes va donc vraiment souligner le fait que l'intuitus mentis, donc que par exemple Braunschweig va traduire par intuition intellectuelle, on ne va pas entrer dans les débat si c'est une bonne traduction ou non, mais peu importe, eh bien c'est toujours un geste qui est radicalement en opposition avec la sensibilité. Ce que Kant va totalement inverser dans la critique de la raison pure. Donc, pour bien comprendre le geste et finalement l'originalité de l'intuition intellectuelle chez Fichte, il faut d'abord nous intéresser à la manière dont Kant lui-même va aborder ce problème, et notamment dans la critique de la raison pure. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on regarde dans ce texte, l'intuition intellectuelle, elle a un double versant. La première fois que Kant nous introduit ce terme, c'est finalement dans la toute fin de l'esthétique transcendantale, où finalement le philosophe de Königsberg va nous introduire la question de l'intuition interne. En d'autres termes, est-ce que nous sommes capables d'avoir une intuition de nous-mêmes, finalement du sujet, et finalement une espèce d'intuition qui ne concernerait absolument pas la sensibilité, mais uniquement les gestes opérationnels de notre propre pensée. C'est finalement une thématique qu'il va fortement augmenter, qu'il va notamment thématiser dans le fameux passage sur la perception transcendantale. Et donc, le deuxième moment où Kant va nous introduire l'intuition intellectuelle, c'est dans la dialectique, et c'est un moment où il va nous parler finalement de la problématique du nous-mêmes et de la chose en soi. En d'autres termes, l'intuition intellectuelle, dans ce cadre, va servir à questionner la possibilité, ou plutôt l'impossibilité, selon Kant, d'avoir un accès privilégié à des objets métaphysiques, plutôt à des objets suprasensibles. Et la transition entre finalement ces deux versants, entre le versant dit subjectif et le versant objectif de l'intuition intellectuelle, n'est pas particulièrement bien articulée chez Kant. En fait, on a véritablement une passation d'un de ces gestes à l'autre. Ce qui va être intéressant. Et si finalement je mets un peu d'emphase là-dessus, c'est parce que chez Fichte, ça va être très important de considérer ces deux gestes au sein de l'intuition intellectuelle. L'intuition intellectuelle, pour Fichte, c'est toujours un rapport subjectif et un rapport objectif, dont on ne peut pas dissocier les deux versants. Une manière de dire que la connaissance de soi, l'intuition que nous avons de nous-mêmes, est toujours une intuition qui porte sur l'absolu. Mais il y a une autre raison pourquoi est-ce que je m'intéressais davantage à Kant dans cette section, c'est parce que si dans la critique de la raison pure, Kant ne va pas dire que l'intuition intellectuelle a la moindre relation avec le platonisme, il va fortement l'éluder. Il va le rendre de manière implicite, notamment dans la fameuse boutade où il va comparer l'atteinte des idées au vol d'une colombe qui porterait dans le vide, mais notamment certaines parties dans l'idéal de la raison pure, où Kant décortique finalement la question de l'idée. Il va commencer à tâtonner le terrain en disant que finalement l'intuition intellectuelle aura peut-être une obédience platonicienne, sans véritablement le dire. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que si dans la critique de la raison pure, il ne le dit pas, il y a plus ou moins une dizaine de textes entre 1769 et 1799 dans lesquels Kant va explicitement dire que l'intuition intellectuelle a une origine platonicienne. Et je pense que les textes les plus finalement célèbres de ça, ce sont la dissertation de 1770 et les Prolégomènes. Et donc, ça m'a posé un peu une question, mais pourquoi est-ce que finalement Kant insiste tant pour faire de l'intuition intellectuelle quelque chose de platonicien, alors que ce n'est quelque chose qui n'a finalement aucune existence dans les œuvres de Platon? Pour le dire rapidement, moi, ce que j'ai pu en conclure, c'est que Kant a sans doute été influencé par deux sources dans ce problème, Jakob Breucker et finalement son histoire critique de la philosophie, où il y a certains passages dans le chapitre sur Platon qui aillent dans ce sens, mais aussi finalement la métaphysique de Baumgarten, où la question de l'intuition intellectuelle, plutôt de l'intuition, elle est finalement introduite dans la section sur l'entendement divin, et c'est finalement dans cette section que Baumgarten va introduire sa fameuse distinction entre un monde archétypique et un monde ectype.
Tout ça pour vous dire que finalement, la raison pourquoi est-ce que je fais ce travail de déconstruction historique, c'est parce qu'on va souvent avoir un peu ce leitmotiv que le rapprochement entre fiche et la tradition platonicienne se fait par l'intuition intellectuelle. Or, si c'est véritablement ce qui est intéressant, c'est finalement pas avec Platon que le parallèle est le plus fort, c'est avec Plotin. C'est en ce sens qu'on va finalement entrer dans le système fichéen et traiter de la question de l'intuition intellectuelle en tant que telle. Donc, tout d'abord, d'entrée de jeu, il faut savoir que l'intuition intellectuelle, de manière assez surprenante, même si Fichte nous dit que c'est sur ce geste qu'il veut fonder l'entièreté de sa philosophie, c'est finalement un terme qui revient très peu. En fait, le terme apparaît pour la première fois dans la recension d'Enisidème de 1792. Il sera notablement absent de la première exposition de la doctrine de la science de 1794. Après, il y a Alexis Fimenko qui a fait finalement beaucoup d'études pour dire que l'intuition intellectuelle ne se trouvait pas dans la Grundlage de 1794. C'est une thèse avec laquelle je suis en totale opposition. Et je me rapproche davantage des considérations de Xavier Tillet qui considère que l'intuition intellectuelle, si elle n'est pas nommée, néanmoins présente dans ce texte. Néanmoins, pour les besoins de la discussion, je l'ai exclu de mes analyses. Donc, la recension de Nicidème, la deuxième introduction à la doctrine de la science de 1798, la Nova Methodo et l'exposé de 1801. De manière notable, dans les exposés de 1804, si le terme d'intuition va revenir, l'expression intuition intellectuelle, en revanche, va totalement disparaître et sera remplacée par la fameuse Einsicht, la vision intérieure. Donc la question qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que finalement Fichte va transiter de cette intuition et de ce terme vers un autre. Et donc, il n'y a pas 36 manières différentes. On va visiter chacun des textes où il en parle et voir comment est-ce qu'il va le construire. Et donc, dans la recension d'Enisidème, le terme intuition intellectuelle va revenir au moins 3 fois. Et en fait, c'est un texte qui est très décevant parce que Fichte ne va pas véritablement analyser cette notion, il ne va pas véritablement nous en donner une définition. Il va simplement la mettre en relation avec le moi. Et à partir de ce texte, on peut sortir 3 traits principaux. On sait que l'intuition intellectuelle est un type de relation réflexive. En d'autres termes, un type de relation où le sujet est directement en relation avec lui-même. On sait que c'est un geste dans lequel on va parler de l'autoposition du moi, ou de la manière dont le moi se pose lui-même. Et ça, c'est assez important parce que finalement, Fichte va littéralement mettre le geste de la position, de la grisette, avec le geste du donné. En d'autres termes, le moi ne peut pas être interprété sous le registre chosique, mais qu'il ne le dit pas de cette manière. Il va quand même y avoir un peu cette fluctuation dans ce texte. Et le troisième, c'est que Fichte va relier l'intuition intellectuelle au problème de la liberté. Pour les besoins de la discussion, et notamment parce que ce sera le sujet de mon prochain chapitre, je vais mettre ça de côté et on va directement s'intéresser à la manière dont, dans la deuxième introduction, Fichte va aborder la question de l'intuition intellectuelle. Donc, je vous ai dit que finalement, l'intuition intellectuelle, c'est finalement quelque chose, un type de relation. Finalement, Fichte va essayer d'expliquer comment est-ce que le moi se pose lui-même. Eh bien, ce geste de l'autoposition du moi, dans la deuxième introduction, Fichte va fortement l'associer à une forme d'activité. C'est donc, et finalement, l'activité de la subjectivité. L'intuition intellectuelle, ce serait donc finalement une certaine forme d'activité continue, qui est toujours en train de se produire derrière chacune de mes opérations, qu'elles soient de nature corporelle ou de nature intellectuelle, et qui viendrait soutenir ontologiquement l'ensemble de mes actions. Et c'est véritablement en termes d'activité que Fichte va beaucoup insister pour dire ce qu'est l'intuition intellectuelle. C'est pour ça qu'on va retrouver des textes où il va nous dire l'intuition intellectuelle et le moi se posant sur lui-même sont purement identiques. La seule différence entre l'intuition intellectuelle et l'autoposition du moi, c'est selon le registre dans lequel on veut apercevoir ce geste. D'un point de vue, disons, davantage cognitif, ou finalement processuel, c'est l'intuition intellectuelle, ou disons d'un registre beaucoup plus, à défaut de meilleurs termes, chosique, la relation du moi. C'est aussi par exemple dans ce texte que Fichte va notamment introduire la question de l'intuition intellectuelle comme étant un retour sur soi-même. Einsicht zurückkehren. Finalement, ça nous a donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième introduction, Fichte va finalement faire l'intuition intellectuelle, va énormément l'associer à la subjectivité. Et ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est que finalement, les termes moi, sujet, soi
sont relativement interchangeables. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que dans la Nova Methodo, en revanche, Fish va beaucoup plus donner l'accent sur... va beaucoup plus mettre l'accent sur l'unité intrinsèque du moi. Et c'est dans ce texte que finalement Fish va introduire la notion de sujet-objet, probablement influencé par Schelling, mais ça c'est une autre question. Mais ce qui va être important de finalement avoir en tête, c'est que dès la Nova Methodo, la deuxième exposition de la doctrine de la science, le moi est finalement compris comme étant à la fois un sujet et un objet, et il va y avoir un peu cet élément capital de ne pas réduire le sujet simplement à la subjectivité, puisque ce sont deux choses à la fois. C'est d'ailleurs pour ça que dans les premiers paragraphes de cet exposé, Fish va nous dire que la doctrine de la science n'a pour fonction que de se questionner sur ce que l'on fait lorsque l'on dit « moi ». Et la question est importante, d'abord parce qu'il y a une concordance entre le faire et le dire, qui va avoir une répercussion sur l'entièreté de la philosophie fichtienne jusqu'à 1814, la date de sa mort, mais également parce que lorsque l'on dit « moi », il y a différents actes, il y a différentes choses que l'on accomplit et qui méritent d'analyser. C'est d'ailleurs pour ça que dans la Nova Methodo, l'intuition intellectuelle, Fichte va avoir notamment le mérite de nommer que c'est un noumen, mais aussi de dire que c'est un acte qui est pur. C'est pour ça qu'il va notamment dire que c'est le moi pur en opposition au moi corporel qui va être davantage l'objet de la volonté. Mais plus intéressant pour nous, c'est dans la Nova Methodo qu'on va voir les premières allusions au registre du vocabulaire visuel pour décrire l'intuition intellectuelle. En fait, la Nova Methodo, il y a au moins 3 fois, il y a 3 passages où on voit que Fichte va reconfigurer l'intuition intellectuelle à travers la métaphore de l'œil. Et s'il le fait, c'est toujours dans une tentative, disons, d'explicitation. En fait, il essaie de, finalement, il essaye de donner... Excusez-moi. En fait, il essaie finalement de davantage expliciter ce qu'est cette intuition intellectuelle, et finalement, le recours qu'il va prendre, c'est la métaphore de l'œil. Dans un premier temps, Fichte va avoir cette phrase où il va nous dire que le moi, que de la même manière que l'œil se voit lui-même, le moi se pose lui-même. Mais ce qui va être un peu plus intéressant pour nous, c'est le deuxième texte dans lequel Fichte va parler de la métaphore de l'œil, et je vais le citer. Dans les philosophies antérieures, le moi est un miroir. Or, le miroir ne voit pas. C'est pourquoi, dans ces philosophies, l'acte d'intuitionner, de voir, reste inexpliqué. Ces philosophies ne posent que le concept de reflet. Cette erreur ne peut être supprimée que par le concept adéquat du moi. Le moi de la doctrine de la science n'est pas un miroir. Il est un œil. Tout ce qui est spirituel et intérieur possède une image extérieure. Celui qui ne sait pas ce qu'est le moi ne sait pas non plus ce qu'est un œil. L'œil est un miroir qui se réfléchit soi-même. Fin de citation. Donc, ce qui est fait intéressant, c'est que finalement, l'utilisation de la métaphore de l'œil dans ce texte, elle est quand même relativement marginale. Comme je vous l'ai dit, c'est finalement une manière pour lui d'essayer d'expliciter ce qu'est l'acte de l'intuition intellectuelle que de proprement parler de l'intuition intellectuelle en termes d'un œil. Mais ce texte, il a finalement 2 choses. Premièrement, l'opposition avec la symbolique du miroir. Et ça va faire un double jeu. Dans un premier temps, Fichte va opposer ce qu'il va nommer l'activité de l'œil à la passivité du miroir, alors que le miroir ne fait que refléter de manière totalement plate l'objet qui se présente devant lui. L'œil, en revanche, selon une articulation que je n'ai pas discutée parce qu'elle est assez compliquée, Fichte est convaincu que l'œil, finalement, est une excellente métaphore de l'activité interne de notre subjectivité, puisque, pour le dire de manière assez succincte, lorsque, par exemple, je regarde le mur ou plutôt la fenêtre devant moi, Fichte va quand même argumenter que je vois la fenêtre et je vois que je vois la fenêtre. Et c'est en ce sens que l'œil est une métaphore de l'activité, bien plus encore. À travers cette activité, Fichte va nous dire qu'on est capable de se former un concept d'intuition intellectuelle, le moi pur. Pourquoi? Eh bien parce que cette saisie de mon activité, même si elle n'est pas elle-même réductible à la discursivité et donc l'objet d'un concept, je peux néanmoins en faire un concept, et un concept qui va finalement traverser l'entièreté de mes réflexions.
C'est pour ça que finalement, dans ce texte où il est question d'une opposition entre l'œil et le miroir, Fichte est aussi en train de faire un jeu sur la question de l'acte de la réflexion, qui à l'époque moderne est fondamentalement relié au problème du jugement. Une réflexion, c'est un jugement sur un objet. Or, Fichte nous dit que le jugement peut avoir cette fonction, mais aussi une fonction de retour sur soi-même, ce que l'œil peut accomplir, mais ce que le miroir ne peut pas accomplir. Maintenant, je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais un peu accélérer. Et donc, à partir finalement de la Nova Methodo, à partir de 1800, ce qui est intéressant, c'est que Fichte va remobiliser cette métaphore visuelle, et au lieu de dire des choses du genre l'intuition intellectuelle est comme un œil qui se voit lui-même, il va finalement passer vraiment à l'étape au-dessus. Ce n'est plus une métaphore, c'est finalement quelque chose qui va faire partie de la conceptualité fichtéenne elle-même. Il y a même des textes en 1812 qui va dans ce sens où Fichte va nous dire que le langage est en lui-même métaphorique et qu'on ne peut pas outrepasser ses limitations. Une chose que je trouve intéressante. Bref. Et donc, en 1801, on a véritablement le moment de transition où on peut voir finalement cette redescription de la conceptualité fichtéenne à partir de la métaphore de l'œil et d'un geste de vision dans la correspondance avec Schelling, notamment dans les derniers moments, c'est-à-dire les moments de la rupture, mais aussi dans finalement le texte, dans l'exposé de 1801, où on a à la fois une cohabitation entre le vocabulaire de l'intuition intellectuelle et le registre du moi. Mais de manière assez intéressante, Fichte est très hésitant en 1801, où finalement il va multiplier les différentes formes d'expression pour désigner l'intuition intellectuelle. Il va parler d'intuition immédiate, il va parler d'intuition absolue, d'intuition fondamentale, d'intuition plus profondément située, etc., etc. On voit que finalement, Fichte a une certaine forme de non-satisfaction par rapport au vocabulaire de l'intuition intellectuelle, et c'est là qu'on va finalement se tourner du côté de 1804 et de 1805, où la conceptualité de l'œil et de la vision font maintenant part entière du système fichtéen. C'est donc en 1800. Et finalement, ce que va faire Fichte en 1804, c'est qu'il va coupler finalement cette thématique de la vision, de la métaphore de l'œil, avec trois gestes fondamentaux. Premièrement, il va coupler ça avec la métaphore de la lumière. Il va conjuguer cette métaphore avec le registre de la vie et de l'existence, et il va transiter du vocabulaire du moi, qui était finalement si prégnant dans les années de Iéna, vers une philosophie qui met davantage l'accent sur le nous. Et c'est même, il y a des passages assez intéressants, notamment dans la conférence 3, où Fichte va véritablement marteler que l'intuition, que la doctrine de la science est toujours un geste que nous, les praticiens, nous effectuons, et comment est-ce que nous pouvons avoir une vision de ce que nous faisons lorsque nous réfléchissons à la philosophie. Il y a donc véritablement une accentuation sur le vocabulaire du nous, et qui finalement relié à un double geste, la thématisation de la sollicitation fichtéenne et de l'intersubjectivité. On voit que c'est tout plein de choses bien compliquées. Hein. Vous n'avez pas terminé. Et donc, en 1805, ce qui va être véritablement fascinant, c'est que finalement, Fichte va directement, plutôt davantage décortiquer la relation entre la question de la lumière et la question de la vie, de l'existence, dans les premiers moments, dans des conférences environ 3 à 7. Où là, véritablement, Fichte va nous dire que la lumière, le concept de lumière qu'il articule, ne correspond ni plus ni moins qu'à la relation de la vie intérieure. Donc, on vient de faire et d'effectuer la transition de comment est-ce que Fichte va élaborer l'intuition intellectuelle, grossièrement, de 1792 à 1804, et qui finalement va la redéployer envers finalement une thématique qui est fondamentalement basée sur le concept d'activité, qui est finalement basée sur le fait que c'est une activité qui est davantage proche d'une vision, d'une saisie immédiate et intérieure d'un geste profondément inscrit dans notre être, et qui fait partie finalement de la vie. C'est pas pour rien que Fichte dit que c'est de la vie, c'est qu'il finalement il est considéré que l'intuition intellectuelle est finalement plus ou moins au fondement de ce qu'est l'être vivant en tant que tel. Il va redéfinir sa philosophie à l'aide de la notion du nous, et il va parler de la manière dont finalement cette intuition intellectuelle se transcrit et de la vision
qu'on a d'un absolu ou d'un un, parce que oui, Fichte va utiliser les deux termes pour qualifier l'acte, l'objet de l'intuition intellectuelle à partir de 1801 d'absolu d'un, à travers le registre de la lumière, que finalement l'absolu émane comme à partir d'une lumière. Et c'est maintenant, à ce moment, qu'on va introduire la philosophie de Plotin. Et ce qui va nous intéresser, c'est davantage les moments des traités 49 et 53, où justement Fichte va essayer, où Plotin va essayer de décortiquer ce que pourrait correspondre la question de la connaissance de soi à partir de l'activité de l'intelligence, du nous, comme étant justement une activité réflexive. Et à cette fin, Plotin va notamment mobiliser de manière approfondie un vocabulaire à base de métaphores lumineuses et visuelles. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Plotin va argumenter que la manière dont l'intelligence se connaît elle-même nous permet de connaître comment nous, les méis, nous nous connaissons soi-même. Ce qui va donner, donc, derrière ces notions, parce que là je suis en train de dépasser le temps, tout simplement vous dire qu'il y a toute la tradition platonicienne du Gnoptis et Auton, il y a derrière les notions du premier Alcibiade, du charmier, de comment est-ce qu'on introduit la métaphore de l'œil, en opposition avec que l'œil se connaît à travers un miroir, etc., etc. Mais aussi, ce qui va être intéressant, c'est que par exemple, dans le traité 53, on peut retrouver déjà des traces de comment est-ce que justement ce fameux nous est déjà décrit à travers le terme zoon, qu'on pourrait traduire par animal ou simplement être vivant. Donc, sur ces considérations, je vais m'arrêter au cas où vous auriez des questions. Et pour poursuivre la discussion, et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup, Andrea.